Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le système cholinergique dont je parle beaucoup dans mes précédentes vidéos, donc il est vraiment indispensable à connaître. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire et à me suivre sur mes autres réseaux sociaux. Le système cholinergique est un système médié par l'acétylcholine qui est un neurotransmetteur. Mais qu'est-ce qu'un neurotransmetteur ? Également appelé neuromédiateur, c'est un composé chimique qui va être libéré par des neurones pour aller agir sur d'autres neurones ou plus rarement d'autres types cellulaires. En gros, comme leur nom l'indique, ils vont transmettre des informations nerveuses. Ces informations sont de plusieurs types et dépendent du neurotransmetteur. L'acétylcholine est impliquée à la fois dans le système nerveux central, où elle est impliquée dans la mémoire et l'apprentissage, et dans le système nerveux périphérique, où là, elle est plutôt impliquée dans l'activité musculaire et les fonctions végétatives, de type digestive, etc. La synthèse de l'acétylcholine se fait dans la fibre nerveuse même qui va la sécréter ensuite à partir de la choline. La choline rentre dans la fibre nerveuse grâce à un transporteur spécifique CT pour choline transporteur. Puis elle rencontre l'acétyl-CoA. Et sous l'effet de l'enzyme ACT, ou choline acétyltransférase, ça donne l'acétylcholine, qui va ensuite être stockée dans une vésicule en attente de libération. L'arrivée d'un potentiel d'action au niveau d'une terminaison axonale induit l'ouverture des canaux calciques dépendant du potentiel. L'entrée des ions calcium qui s'ensuit provoque la libération de l'acétylcholine dans la fente synaptique. Cette acétylcholine diffuse ensuite de l'autre côté de la synapse et se fixe sur des récepteurs postsynaptiques. Le neuromédiateur doit ensuite disparaître de cette synapse et en effet, l'acétylcholine subit une hydrolyse en quelques millisecondes, donc très rapidement, par l'acétylcholine estérase. Elle est alors hydrolysée en acétate et choline et cette dernière est immédiatement recaptée par le neurone présynaptique via son transporteur sélectif. Et le cycle peut recommencer. C'est un des moyens pour que le neuromédiateur arrête son action dans la synapse. Il existe un deuxième moyen où l'acétylcholine n'est pas détruite mais diffuse en dehors de la synapse. Comme je l'ai dit, l'acétylcholine va aller se fixer sur ses récepteurs. Et il en existe deux types, les récepteurs muscariniques et les récepteurs nicotiniques. Les muscariniques font partie de la famille des récepteurs métabotropes à 7 domaines transmembranaires. Ce sont des RCPG, c'est-à-dire récepteurs couplés à la protéine G. Ils sont divisés en 5 classes, M1 à M5. Ils sont largement distribués dans l'organisme, mais sont très présents dans le cerveau. Il existe différents types de protéines G, et ces sous-types de récepteurs muscariniques se lient à différentes protéines G. Les récepteurs M1, M3, M5 sont couplés aux protéines GQ et possèdent une activité excitatrice. Les récepteurs M1 sont plutôt retrouvés dans le système nerveux central, l'estomac et les ganglions. Les M3 sont retrouvés dans les muscles lisses de plusieurs organes comme les bronches, les intestins et les vaisseaux. La stimulation de la protéine GQ entraîne une augmentation du calcium intracellulaire, ce qui est important à retenir car cette augmentation entraîne des phénomènes de contraction musculaire, des sécrétions ou encore des neurotransmissions. C'est donc ce qui va se produire en activant ces trois récepteurs. Les récepteurs M2 et M4 vont plutôt être liés à la protéine GI, qui est cette fois-ci inhibitrice. Et les récepteurs M2 sont principalement retrouvés dans le cœur. Il faut noter aussi que les récepteurs M4 et M5 sont moins connus que les autres. Regardons maintenant les récepteurs nicotiniques, qui font partie de la famille des récepteurs ionotropes, perméables aux ions sodium et potassium. Ils sont présents dans le cerveau et la moelle épinière, mais aussi dans les ganglions. Ce sont des récepteurs pentamériques, c'est-à-dire qu'ils sont constitués de 5 sous-unités, 2 sous-unités alpha, une bêta, etc. Ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une fixation de 2 molécules d'acétylcholine sur les sous-unités alpha, ce qui va permettre l'ouverture du canal pour ainsi avoir le passage des ions dans le canal ionique. L'entrée importante de ces ions dans le neurone postsynaptique crée une dépolarisation rapide de la membrane et assure la propagation de l'influx nerveux. Le fait d'activer ces récepteurs que l'on vient de voir va produire des effets cholinergiques, qu'on appelle aussi muscariniques. Ces effets vont se produire dans tout l'organisme, comme au niveau des yeux, à travers un myosis et l'accommodation. Dans le cœur, où on aura des effets inotropes, chronotropes et dromotropes négatifs, c'est en gros un ralentissement du cœur. Dans les vaisseaux, il y aura une vasodilatation et à l'inverse, dans les bronches, une bronchoconstriction, avec activation des sécrétions bronchiques. Il y a également un effet digestif, puisque l'acétylcholine augmente la mobilité intestinale en activant le processus digestif. Il y aura ainsi relaxation des sphincters et augmentation de sécrétions digestives, mais aussi la vidange de la vessie.
Son action sur les glandes est importante, c'est l'activation des sécrétions sudorales, lacrymales, salivaires et nasopharyngées. Regardons maintenant les substances qui agissent sur ce système en commençant par les agonistes cholinergiques à action directe sur le récepteur. Ils sont principalement muscariniques et parfois aussi nicotiniques selon la dose et la structure. Il y a les esters de la choline. Leur structure va énormément ressembler à la choline. Comme bien entendu l'acétylcholine, on vient de voir qu'elle est synthétisée à partir de la choline en ajoutant le groupement acétyl. La métacholine avec un méthyle en plus, carbachol avec un NH2, et puis bétanéchol avec un NH2 et un méthyle. Ils sont principalement muscariniques, mais peuvent aussi être nicotiniques. Ensuite, il y a les alcaloïdes et analogues de synthèse, avec le plus connu qui a donné son nom au récepteur, la muscarine. Elle a été isolée à partir de champignons comme l'Amanite tumouche ou Amanita muscaria. C'est un champignon toxique qui provoque un syndrome cholinergique et plus précisément un syndrome muscarinique à cause justement de cette muscarine. Il y a également l'arécoline, la pilocarpine, la nicotine qui, comme vous le savez, est l'agoniste typique des récepteurs nicotiniques neuronaux. Elle est extraite de la feuille de tabac Nicotiana tabacum. Et enfin, la lobéline. Donc ceux-là, ce sont les agonistes à action directe. Il y a ensuite les agonistes cholinergiques à action indirecte, qui vont avoir cet effet en inhibant l'acétylcholinestérase. Pour rappel, c'est l'enzyme qui dégrade l'acétylcholine pour l'empêcher de trop agir. En inhibant l'enzyme, ils empêchent la dégradation de l'acétylcholine qui s'accumule, et ça potentialise l'agoniste endogène. Il y aura des effets muscariniques et nicotiniques. Il y a tout d'abord les agonistes réversibles, avec les alcools comme l'hydrophonium, et les carbamates, comme le mestinon, qui va être utilisé pour traiter la myasthénie et l'atonie intestinale, car il permet de renforcer les contractions musculaires. Avant de continuer, il faut comprendre que lors d'une dégradation normale, l'acétylcholine est dégradée par l'acétylcholine estérase en choline et en un groupement acétyl qui reste lié quelques secondes à l'acétylcholine estérase. Et puis très rapidement, il se détache par désacétylation pour que l'enzyme puisse agir de nouveau. Les alcools vont avoir une inhibition dite rapide, d'une dizaine de minutes. Ça veut dire que le groupement fixé à l'enzyme restera fixé que 10 minutes. Tandis que les carbamates ont une inhibition longue, de 30 minutes à 6 heures. Et là, le groupement restera fixé des heures au lieu de quelques secondes. D'où la possible intoxication par les carbamates. C'est seulement quand le groupement se détache de l'enzyme qu'elle pourra aller agir de nouveau. Ce qui se passe, c'est qu'il y a une liaison covalente du groupement avec l'enzyme, et puis cette dernière doit casser la liaison, et ça lui prendra plus ou moins de temps, en fonction du groupement fixé. Et c'est pendant cette liaison qu'elle est inhibée. Les agonistes irréversibles, eux, vont être toxiques. Ils sont très connus, ce sont les organophosphorés, retrouvés dans les insecticides comme le malathion et le parathion, les pesticides et puis les gaz de combat, comme le gaz sarin. Ce qu'il va se passer cette fois, c'est qu'un groupement phosphoryle va se greffer sur l'enzyme, et là, l'enzyme ne pourra plus se libérer. Elle sera définitivement inhibée. C'est une intoxication grave et létale, et la prise en charge doit être très rapide. Passons maintenant aux antagonistes cholinergiques. Ce sont des antagonistes compétitifs des récepteurs muscariniques, qu'on appelle également atropiniques, car leur chef de file est l'atropine. Les effets pharmacologiques seront l'inverse des effets cholinergiques qu'on a vus avant. Là, on est sur de l'anticholinergique. Au niveau oculaire, il y aura mydriase et augmentation de la pression intraoculaire avec risque de glaucome, donc c'est contre-indiqué en cas de glaucome. Au niveau cardiaque, une tachycardie, une bronchodilatation, diminution des péristaltismes et des sécrétions digestives, avec risque de constipation, et puis aussi de rétention urinaire. Pour les glandes, il y a une diminution des sécrétions, qu'elles soient salivaires, lacrymales, etc. Les effets toxiques vont avoir lieu en cas de forte dose. Ça va toucher le système nerveux central sous forme d'hallucination et d'hyperthermie. On parle de délire atropinique. Ils sont toutefois très utiles en thérapeutique, notamment en ophtalmo en tant que mydriatique, contre les bradycardies ou choc vagal, ou encore comme antispasmodique et antisécrétoire. L'effet pharmacologique anticholinergique est mis à profit dans d'autres médicaments qui traitent des pathologies variées, puisque le système cholinergique intervient un peu partout dans l'organisme. Il y a par exemple les bronchodilatateurs anticholinergiques, avec l'ipratropium, utilisé dans le traitement de l'asthme, les antiparkinsoniens avec le trihexyphénidil, ou encore le mal des transports avec la scopolamine sous forme de patch cutané. Voilà pour le système cholinergique. Il existe d'autres systèmes, comme par exemple l'adrénergique, etc., qui est aussi important. Dites-moi du coup en commentaire si vous voulez que j'en traite d'autres. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager pour soutenir la chaîne. Nous sommes déjà plus de 50 000, c'est fou. Merci à tous, et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.